va continuer avec le panel numéro 3, qui va porter sur les avancées technologiques dans la gestion et le stockage d'énergie. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Karim Zaghib, qui va animer ce panel, qui sera vraiment un panel cette fois-ci, quelques diapos, mais un panel de discussion entre les trois présentateurs. Avant de commencer, je vous avais promis le CV de Karim. Moi, je n'ai pas énormément de temps, donc je vais juste dire les grandes lignes. Donc, vous savez, c'est un spécialiste mondial dans les technologies de stockage et d'énergie et de batterie, avec 30 ans d'expérience dans la recherche et l'innovation dans ce domaine. Il est particulièrement reconnu pour ses travaux pionniers sur les batteries lithium-ion et les batteries à l'état solide. Il a obtenu son doctorat en électrochimie à l'Institut national polytechnique de Grenoble en France. Il a aussi un MBA de HEC Montréal. Durant sa carrière, il a travaillé au développement de technologies avancées de batteries qui ont été cruciales pour la croissance des véhicules électriques et des systèmes de stockage stationnaires. En tant que directeur du département de stockage d'énergie et matériaux chez Hydro-Québec, il a joué un rôle clé dans le programme d'innovation sur les batteries. Là où c'est intéressant, il est aussi l'auteur de 400 publications scientifiques. Il y a 1000 brevets liés aux technologies des batteries et se distingue particulièrement pour ses travaux sur les matériaux actifs LFP et les batteries tout solides. Donc, joignez-vous à moi pour accueillir Karim et son panel. Merci beaucoup. Une petite erreur, là. Moi, je n'ai pas un MBA, je n'ai jamais été dans une école de commerce. Je suis électrochimiste et physicien, donc j'ai fait les deux. Pour la business, je suis un élève, là, donc j'apprends des autres. Mais, okay. En tout cas, bonjour à tous. Sans tarder, regardez, vous allez voir, là, ça va être un panel très intéressant. Donc, je vais inviter Sonia Saint-Arnaud d'Evlo de s'asseoir. Nancy Diesel qui est venue de Shawinigan, merci beaucoup. Et on a Pierre-Luc Laurent, Institut des véhicules innovants, prenez place. Le déroulement, comment va se passer? Donc, chacun va parler 7 minutes. Même moi, je vais parler 7 minutes, mais je vais réduire à 1 ou 2 minutes. Là. Donc, je vais donner l'exemple pour gagner du temps. Et après, donc, il va y avoir des questions. Je vais poser des questions à nos invités. J'essaierai de laisser à peu près 7 minutes, quand même, des échanges avec vous. Et on va finir avec un excellent vidéo de notre filiale Evlo d'Hydro-Québec. Voilà, donc, sans tarder, je vais inviter Sonia Saint-Arnaud pour 6-7 minutes. Bienvenue. Parfait. Merci, Karim. Bon après-midi à tous. Très, très heureuse d'être avec vous et de vous présenter Evlo. Qui est Evlo? Alors, Evlo, on vous propose des solutions de stockage d'énergie par batterie. On parle entièrement intégré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, évidemment, des modules de batterie, des BMS, Battery Management System, dans des conteneurs, mais également, ça vient avec des convertisseurs et notre EMS, tout le volet logiciel, donc l'Energy Management System. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un système intégré. C'est un système qui est clé en main. Alors, il est fonctionnel et travaille bien à travers toutes ses composantes. Depuis la fin 2020, donc, Evlo a été lancé. On travaille en collaboration avec nos clients qui sont des utilités et qui sont aussi des producteurs indépendants d'énergie à amener un avenir plus vert, donc en amenant des systèmes de stockage sur un réseau électrique pour améliorer l'intégration des énergies renouvelables, mais également la résilience des réseaux électriques. Nous sommes présents en Europe, également au Canada et aux États-Unis, et j'aime bien dire que nous sommes coast to coast, alors d'ouest en est, autant au Canada qu'aux États-Unis, Colombie-Britannique, Californie, Vermont, Ontario, Québec, assurément, puisque nous sommes une filiale d'Hydro-Québec, donc le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Nous avons 500 mégawattheures de projets mis en service et en développement. Et évidemment, Evlo compte sur des équipes hautement qualifiées, que ce soit électrique, mécanique, automatisme, logiciel, donc pour bien faire le design et la mise en service là, de systèmes de stockage. Et évidemment, donc, on a aussi des décennies de recherche et de développement dont Karim a été un très grand leader au niveau de la batterie LFP chez Hydro-Québec. Alors, évidemment, ça l'aide à la crédibilité d'Evlo. Quand on parle de système de stockage, ce qui est important au niveau des réseaux électriques, c'est sans doute l'actif le plus flexible. Un système de stockage, qu'est-ce que ça fait? Ça peut donner des services d'énergie,
Ça peut donner des services de puissance et ça peut faire aussi des services ancillaires. Donc, alors, c'est très flexible et c'est très flexible aussi où on peut le mettre. Donc, quand on parle de centrale hydroélectrique, quand on parle de pylônes, il y a quand même une centrale hydroélectrique avec un barrage, on ne peut pas mettre ça partout. Mais un système de stockage, on peut le rapprocher de la charge. Alors, il y a une flexibilité également et une flexibilité en termes de temps à mettre en service. Donc, la mise en service là, de produits de systèmes de stockage se fait de façon beaucoup plus rapide qu'un autre actif électrique. Quand on parle de flexibilité, on parle aussi de différentes applications. Alors, évidemment, en couplage avec les énergies renouvelables qui sont intermittentes quand on parle de solaire, quand on parle de vent. Donc, comment on peut raffermir cette énergie-là? Donc, c'est en mettant des systèmes de stockage qui garantissent une puissance et une disponibilité de l'énergie. On peut parler à nos projets, là, puis vous voyez, certains peut-être projets vont circuler là, en arrière-plan, mais notre projet Summerland en Colombie-Britannique là, est vraiment avec du couplage solaire. Gestion de la pointe, donc au niveau de services de capacité, les systèmes de stockage permettent ça et permettent aussi des fois de différer donc les investissements. Donc, de grossir un poste électrique, au lieu de grossir le poste électrique, on peut mettre un système de stockage, une meilleure gestion de la puissance. Évidemment, l'alimentation de relève, notre projet apparent, donc une communauté qui avait des pannes de plus de 10 heures, le système de stockage là, permet d'aller chercher là, une belle résilience. Et on parle aussi là, de d'autres applications, régulation de fréquences et autres services ancillaires. Rapidement, avancées technologiques, je vais vous en énumérer parce qu'un système de stockage a besoin d'avancées technologiques, donc sur sa densité, sur sa sécurité, sur la gestion de l'énergie, sur la cybersécurité. Alors, c'est vraiment là, un actif là, qui mérite d'évoluer et dont l'innovation est très précieuse. Finalement, je vous parlerai du marché du système de stockage. C'est un marché qui est très porteur. On parle de croissance de 30 à chaque année. Alors, c'est sans doute un marché également très porteur, mais un marché où il y a beaucoup de compétition étant donné la demande. Et je terminerai pour réussir en système de stockage, bien, ça nous prend assurément l'innovation et l'expertise. Merci Sonia, merci Karim. Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis directrice générale du Centre national en électrochimie et en technologie environnementale, le CNETE. Le CNETE est un CCTT, Centre collégial de transfert de technologie. Des CCTT, il y en a 59 au Québec, 49 en technologie, 10 en pratiques sociales novatrices qui sont répartis un peu partout sur le territoire de la province. Et également, nous sommes reconnus comme Centre d'accès à la technologie du Canada par le CRSNG, ce qui fait que nous, on a des domaines qui nous sont dédiés et dans lesquels on va faire de la recherche appliquée, de l'aide technique, de la formation spécialisée, par exemple en entreprise, sur certains points très spécifiques et également la diffusion d'informations. Alors, ce sont les mêmes mandats pour tous les CCTT, mais chacun a des domaines qui lui sont dévolus. Alors, au CNET, on a plusieurs plateformes qui sont plutôt transversales, plutôt que d'intégrer une filière. Alors, les technologies qu'on maîtrise se séparent en deux grands domaines. Premièrement, un domaine qui est peut-être moins concerné par la rencontre d'aujourd'hui, mais je vais le passer rapidement, sont les biotechnologies, donc les bioprocédés industriels dans lesquels on va travailler le génie génétique, la sélection de souches, la biologie moléculaire, la bioproduction, l'extraction, concentration, formulation de bioproduits. Et cette plateforme-là fonctionne très bien. On collabore avec plusieurs universités dans ce domaine-là depuis les années 1997. L'autre plateforme, nous, on l'appelle plutôt de chimie dure, l'électrochimie. Dans cette plateforme-là, on va travailler plusieurs services par rapport aux matériaux avancés. On va travailler les nanotechnologies, c'est-à-dire la production de nanoparticules, la séparation de nanoparticules et l'utilisation de nanoparticules dans toutes sortes de contextes, dont les matériaux avancés. On va travailler également les procédés d'extraction, mais pas d'extraction, mais je dirais de première et seconde transformation des matériaux critiques et stratégiques pour en faire des produits à valeur ajoutée.
Donc, au Québec, c'est vraiment très intéressant. On va utiliser, bien entendu, soit l'hydrométallurgie pour ce faire, mais également les technologies qui reposent sur l'électrochimie. Donc, on parle d'électrodialyse, électrodialyse, électrolyse membranaire, électrolyse. Eh bien, j'en passe aussi parce que vous saurez qu'en tant que directrice générale, je ne suis pas une experte du domaine. J'ai une équipe de chercheurs qui sont bien meilleurs que moi pour vous parler de ces détails-là. Et donc, c'est ça, on travaille également là, dans la fermeture de boucles, dans la réutilisation de produits chimiques, dans la désacidification, excusez-moi, avec ces technologies-là. Ce qui nous distingue de ce qui se fait dans les universités, c'est que les universités, vous êtes vraiment les experts de l'avancement du savoir. Vous allez travailler des TRL de 1 à 3. Et nous, on collabore avec les universités parce que nous, on va travailler dans les TRL 3 à 6. Donc, on va prendre ce que les universités développent, on leur laisse la propriété intellectuelle, on va optimiser parce que entre ce qui se fait dans une université et le contexte industriel, parfois, il y a une marche, il y a un bout à faire. Donc, dans l'optimisation, dans la sélection de technologies qu'on va utiliser pour le faire, dans la mise à l'échelle et dans le transfert à l'entreprise. Des exemples de projets qu'on a faits, par exemple, vous devez connaître Nemasco Lithium, qui est une entreprise qui voulait produire du lithium d'ultra haute pureté. Ils sont venus nous voir, les gens sont venus nous voir en disant, on a un brevet, mais on aimerait en faire une usine pilote. Donc, il y avait comme une petite marche entre les deux. Alors, on a commencé à travailler avec eux au niveau laboratoire. On a optimisé les conditions de la production d'électrolyse membranaire. On a travaillé sur les membranes, on a travaillé sur la purification, on a travaillé sur la fermeture de boucle des produits chimiques. Et en travaillant avec eux, on les a convaincus de venir s'établir à Shawinigan pour faire leur projet pilote. Alors, on les a aidés à monter en collaboration avec les bureaux d'ingénieurs une usine qui produit 500 tonnes, qui produisait à tout le moins 500 tonnes de lithium d'ultra haute pureté par année. Et on les a accompagnés, on a formé leurs gens, on a démarré, on a monté le contrôle qualité pour l'usine, on a opéré le contrôle qualité pendant 1 an sur 3 chiffres. Donc, au CNET, il y avait des gens qui travaillaient jour, soir, nuit, même pendant les fériés. Et puis, on est arrivé avec des innovations au bout de ça, puis on a des brevets avec eux. Alors, on était très fiers. Donc, vous voyez que c'est assez large. On travaille vraiment en collaboration avec les universités dans ce contexte-là. Donc, nous, on a travaillé dernièrement. Est-ce que je me reste un petit peu de temps? Oui? Bon, parfait. Je ne vais juste pas prendre le temps des autres, désolé. Alors, on travaille beaucoup dans notre domaine, mais on sait où on commence et on sait où on arrête. Et ce qu'on souhaite faire dans les prochaines années, c'est travailler en collaboration au service d'une filière. Donc, on a la chance en Mauricie d'avoir la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique, dont la portion matériaux, batteries et électrification des transports est située à Shawinigan, où nous sommes situés également. Et on travaille à un centre interordre. Quand je parle d'interordre, je parle d'un centre qui pourrait regrouper les universités, dont Concordia, également d'autres CCTT et l'industrie au service d'une filière. Donc, on souhaite avoir plusieurs ordres d'enseignement et de recherche qui travaillent pour faire aboutir et diminuer les temps de mise en marché, diminuer les risques et puis compléter tout ce que j'appelle, moi, le continuum de l'innovation pour pouvoir faciliter ce qui se développe dans les universités jusqu'au marché. Je pense que tout le monde serait gagnant là-dedans. Et les étapes qu'on a réalisées jusqu'à maintenant, on a rencontré 42 acteurs des universités, des CCTT, des industries pour recenser les équipements existants, rendre conscients les uns des autres ce qui existe, en faire un laboratoire sans mur. On va sortir le rapport bientôt publiquement. Et là, on veut faire un centre avec, moi j'appelle ça un laboratoire avec mur, où les équipements seront mutualisés et mis à la disposition des universités qui viendront collaborer avec nous, des autres CCTT et également de l'industrie. Alors, à l'intérieur de ce centre-là, il y aura plusieurs laboratoires d'électrochimie, de mise à l'échelle, de projets pilotes. Il va y avoir des laboratoires de chimie analytique, bien entendu, de microscopie, et j'en passe, d'hydrométallurgie, plein de choses comme ça. Il va y avoir des laboratoires dédiés à des collaborateurs institutionnels qui viendront soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle venir travailler sur nos équipements. Et il y aura à l'intérieur de ces murs-là non seulement des équipements pour traiter les MCS, mais pour monter les matériaux actifs en batterie, pour caractériser les batteries, pour faire des tests d'abus et de sécurité. Alors, ce centre-là, on a déposé une demande au gouvernement, une demande pour un projet de 40 millions, mais là, on est en train d'actualiser les coûts, ça va ressembler peut-être plus à 50 millions, où il y aura des bureaux pour vous, tous et toutes, et vos collaborateurs,
autant les industries que les institutions à venir travailler en recherche. Bien entendu, il y aura des trucs de sécurité pour que les gens puissent travailler en collégialité, mais en respectant leur confidentialité. Alors, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais je voulais que vous sachiez que ça existe puis qu'on est ouvert à la collaboration. Et puis, selon moi, ça va aider justement les nouvelles façons de faire et les innovations technologiques dans le domaine des matériaux batteries. Peut-être juste souligner, comme Québécois, on est fiers de Nancy. Elle a été nommée présidente du conseil d'administration du CFA. Quand même, c'est exceptionnel comme félicitations. Là. Ça, c'est OK. C'est important pour le Québec et pour le Canada. Donc, voilà. Donc, Pierre-Luc, tu as 17 minutes. Oui, OK. merci. Pierre-Luc Lorrain, directeur général de l'Institut du véhicule innovant, l'IVI. Je vais rester dans la thématique puis sauver de l'énergie, du temps, parce que nous sommes aussi un CCTT. Donc, je ne répéterai pas peut-être le corps de ce que Nancy a dit. Donc, copier-coller, on vient de sauver du temps et de l'énergie. Dans notre CCTT, nous, on travaille du module au véhicule. Donc, l'étape suivante, un peu après le travail de Nancy, puis un peu en amont peut-être d'Evlo dans une certaine mesure ou comme partenaire. Donc, nous, on conçoit, créer des prototypes véhiculaires qui vont être en pré-commercialisation. Un que vous connaissez tous et toutes est un bel exemple, celui de l'autobus de Lyon Électrique. Donc, l'autobus de Lyon Électrique a vu ses premières heures dans nos laboratoires à Saint-Jérôme. Et s'en est suivi aussi toute la gamme de véhicules de Lyon avec qui on travaille en proximité. Même chose pour l'autobus électrique de Novabus et d'autres types de véhicules qui arpentent les rues de nos jours à travers le Québec, le Canada, même les États-Unis. Je fais un pas en arrière. On travaille dans les systèmes véhiculaires et dans l'intelligence véhiculaire. Donc, nos deux grands volets d'application. Donc, au niveau du système véhiculaire, on n'est pas l'Institut du véhicule électrique, mais bien l'Institut du véhicule innovant. Donc, on va aller toucher un peu tout ce qui est nouveau système de propulsion, nouvelle énergie, mais bien sûr, l'électrique est extrêmement central, voire à 90% de nos véhicules contiennent des batteries, bien sûr. Dans le second temps, intelligence véhiculaire, on va parler de véhicules autonomes, oui, mais aussi tout ce qu'on peut faire de plus avec un véhicule autre que se déplacer ou déplacer de la marchandise. On a des projets, justement, qui sont capables de capter les données en circulant, en prenant des photos multiples, des vidéos, puis ensuite traduire ça grâce à l'intelligence artificielle en des actions à mener. On pourrait penser dans une route X où on voit certains dommages sur la route, puis des véhicules qui continuent en continu voient le même dommage, envoient une action de réparation d'urgence. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait aussi chez nous. Donc, le deuxième volet, intelligence véhiculaire. Un des projets dans lequel je suis le plus fier de l'IVI, c'est un robot agricole, le projet Irion, qui était un robot autonome, désherbeur et analyseur de sol. Un projet qui a été monté avec la compagnie Elmec. Très, très beau projet, en fait. Un petit robot qui pouvait, en fait, il était en 4 copies et sortait d'un 53 pieds Tesla électrique et allait s'occuper des champs pendant une douzaine d'heures, revenait, recharge, on passe au prochain champ. Et ça, dans une vision de pouvoir rendre quasi indépendant de la force ouvrière certains fermiers. Et on sait qu'il y a des grands enjeux dans le monde agricole, donc il faut trouver des innovations rapides et le véhicule est probablement une des innovations les plus importantes pour avancer le plus vite possible puis pour aider le monde agricole à être plus performant et efficace. Et comme on sait que les véhicules agricoles coûtent une fortune, sont souvent déjà en partage, mais juste en l'entretien, c'est phénoménal. Des véhicules comme celui qu'on avait créé permettaient des avancées assez importantes. D'ailleurs, c'est une entreprise qui vient de la vallée de la transition énergétique de Shawinigan, Elmec. Certains d'entre vous ont peut-être des bornes Elmec à la maison. Avec le fondateur d'Elmec, on avait débuté ce magnifique projet-là. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aussi chez nous. Je ne répéterai pas aussi l'importance de la mutualisation dans laquelle on est aussi partenaire avec le CNET et d'autres projets du futur aussi qu'on va parler dans les prochaines questions, j'en suis sûr. Donc, voilà, je vais me limiter là. On vient d'économiser du temps. Génial.
Merci beaucoup. J'essaierai de prendre quelques minutes pour la présentation du programme de recherche voltage. Je commencerai par la petite bonne nouvelle. Donc, il y a un mois, en présence de l'honorable Philippe Champagne, le maire de Shawinigan et Nancy, on a ouvert un campus thématique francophone, université anglophone qu'elle ouvre dans la région avec un budget de 3 millions de départ et on attend un autre budget de 27 millions. Et ça, c'est important pour accélérer la transition énergétique. Si je reviens sur le projet Voltage, au Canada, c'est le plus gros projet sur l'éducation de la société. Donc, pour résumer, il est partagé sur 3 plateformes, l'éducation, Internet des objets et numérisation, laboratoire vivant et mobilisation des connaissances. Ça, c'est les plateformes. Au niveau des thèmes, on parle bien sûr tous les bâtiments intelligents, des systèmes énergétiques de transport, résilients basés sur les énergies propres, une gouvernance et l'acceptabilité sociale, bien sûr la création d'emplois, la création de la richesse. Donc, c'est à peu près le cœur de Voltage. Avec Denis Faubert, que je le remercie, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Avec notre expérience au Québec, donc on a parti au début de créer la gouvernance, parce que c'est beaucoup d'argent, là. On parle de 211 millions, dont 123 millions, il vient du gouvernement fédéral. Donc, la gouvernance, elle est importante. La stratégie, elle est importante, et mettre les équipes. Et à un moment, on est venu avec un très bon plan de financement, qu'on appelle la première partie Seed Call, la deuxième partie Impact Call, je m'excuse anglais en français, et la troisième partie qui est Impact Call 2. Au niveau du site Call, bien sûr, c'est un projet collaborateur. Donc, moi, je suis parti chercher l'Université de Dalhousie avec Jeff Dan pour avoir, parce qu'aujourd'hui, si on voit Concordia, le Québec et Dalhousie, pratiquement 100% de l'innovation des batteries, c'est canadien. Des fois, on oublie, mais aujourd'hui, on est sûr avec le voltage qu'on ramène les meilleurs. Et aussi l'Université de Toronto, métropolitaine de Toronto et Calgary. Donc, dans le site Call, donc, on a fait appel, on a reçu un prix 48 projets, on a financé 36, à peu près à 200 000. Quand même, c'est un partage sur les plateformes, mais aussi sur les thèmes. Et chaque université, elle a reçu 4 projets. Donc, il y a 12 projets sur le 36, donc la différence, elle est au niveau de Concordia. Et là, on se prépare vraiment à financer peut-être entre 10 et 15 projets. Bien sûr, les Living Labs, ça fait partie. Et on a mis un financement de 40 millions. Et aussi, j'ai mes collègues ici de Voltage qui sont là. Donc, et aussi, on va vraiment aller chercher 250 PhD. Là, je sais, ce n'est pas facile, mais on travaille très, très fort. Donc, voilà, j'arrête ici. Et là, je vais continuer avec les questions. Et je vais commencer par Sonia, OK? Et sur la modélisation, parce que c'est important, on peut faire la recherche, mais si on ne fait pas la modélisation, là, ce n'est pas incomplet. Donc, j'aimerais bien vous écoutez sur le rôle de la modélisation. Qu'est-ce que vous faites chez Evlo au niveau de la modélisation, s'il vous plaît? Parfait. Alors, chez Evlo, la modélisation est très importante et c'est un élément différenciateur. Donc, quand on se compare à la compétition, le volet modélisation là, est un élément là, qui nous différencie et dont nos clients apprécient. Qu'est-ce que nos clients recherchent? Dans un premier temps, optimiser leur mise en service de systèmes de stockage. Alors, avec la modélisation, on va être capable d'optimiser la mise en service et également, donc, quand on sort un nouveau produit, donc, de s'assurer que le produit est bien testé, la modélisation nous aide beaucoup. Alors, si on y va là, de façon un petit peu plus technique, donc, il y a la modélisation qui se fait en laboratoire. Il y a différents niveaux, je vais y revenir. Puis, il y a aussi la modélisation là, que j'appelle en réel, qui est sur notre ligne d'essai. Donc, à Varennes, nous avons une ligne d'essai sur laquelle nous mettons nos prototypes. Donc, l'idée de la modélisation, c'est vraiment d'être capable d'anticiper comment notre système va interagir avec le réseau électrique, mais comment notre système interagit entre ses composantes elles-mêmes.
Alors, on est choyé chez Evlo parce que nonobstant donc nos équipes de modélisation que nous avons, nous travaillons aussi avec nos collègues d'Hydro-Québec, donc au niveau de l'IREC et où la modélisation là, est également aussi très présente. Alors, quand on parle de modélisation au niveau plus modèle informatique, 3 types d'approches et plus l'approche, il y a différents niveaux, plus le niveau de précision est présent, plus les coûts sont plus dispendieux. Alors, le premier niveau, modèle in the loop, c'est une simulation de base pour voir la réaction de notre EMS. C'est vraiment l'objectif, tester notre EMS. Le modèle se présente sous une forme de code informatique spécialisé et ça permet de rouler là, des tests de façon automatique et en continu. Et là, on peut capter donc certaines erreurs de codage au niveau de notre EMS. Le modèle fait semblant qu'il est du hardware et qu'il communique donc avec l'EMS. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une robustesse au niveau du EMS. Par la suite, donc un niveau de précision supplémentaire, le hardware in the loop. Alors, c'est comme un compromis. Donc, il y a des modèles informatiques, mais on utilise aussi certaines composantes réelles. Donc, encore là, c'est pour tester notre EMS. Est-ce que notre EMS réagit bien, fait ce qu'il a à faire? Alors, un peu plus dispendieux, puisqu'il y a là, des vraies composantes. On peut parler d'un convertisseur. Par la suite, modélisation et simulation. Alors, simulation électrique. Donc, c'est vraiment comment se comporte, là, on ne teste pas notre EMS. Oui, il y a certaines parties de testing, là, mais c'est surtout comment notre système, dans son ensemble, réagit au niveau du réseau électrique. C'est en format logiciel. Et pour arriver donc à faire cette simulation-là, il s'apprend des modèles. Alors, on modélise chacune des composantes. On modélise le module de batterie, on modélise le convertisseur et par la suite, c'est mis au niveau de la simulation électrique et on valide donc comment réagit le système, la qualité de l'onde et tout plein de comportements, des défauts. Et ça nous permet là, de s'assurer qu'on comprend bien le produit et que ça parle adéquatement au réseau électrique. Finalement, le mode réel, donc la ligne d'essai, c'est une ligne d'essai donc de 25 kV et où on teste nos prototypes, mais où on teste aussi les applications, donc des applications plus sophistiquées, où il y a aussi des automatismes. Donc, comment les automatismes vont parler au réseau électrique. Alors, on se permet d'aller plus profondément au niveau du réseau. Comment les automatismes du réseau électrique donc travaillent en lien avec notre système. Alors, pour conclure, parce que sans doute que je laisse certains étudiants sur leur appétit, on a fait des applications, deux publications plutôt avec notre collègue qui est l'IREC, nos collègues qui sont l'IREC. Le premier qui est les défis en termes de grid forming d'un système de stockage et l'autre qui est notre système de stockage qu'on a mis sur le réseau de RTE en France, qui est un très grand réseau électrique et qui déborde, qui va même jusqu'en Europe. Alors, vous pourrez là, aller voir ces publications-là. Ça nous fera plaisir, là, si jamais vous ne les trouvez pas, de vous renseigner. Mais ça donne des bons exemples de comment on travaille le volet simulation. Nancy, le CINET travaille sur des TRL supérieurs à 3. La modélisation joue-t-elle un rôle dans la mise à l'échelle de vos recherches? Vous faites aussi des pilotes. Donc, j'aime bien t'écouter sur le rôle en haut de TRL 3, là, de voir un peu le CINET, et vous avez déjà parlé tout à l'heure sur les pilotes. En effet, je pense que ça fait partie de notre raison d'être de faire ça. Et puis, les CCTT comme le CNET ont un défi, c'est-à-dire que nous, nos chercheurs ne sont pas payés, ça ne fait pas partie de la tâche, ils ne sont pas payés par le Cégep. Alors, on doit payer nos chercheurs et nos techniciens dans toutes les subventions et dans tous nos projets. Alors, il faut qu'on soit très efficient, parce que ça fait des projets qui, même si on ne coûte pas cher, ça coûte cher pareil. Donc, j'ai l'air de dire une chose et son contraire, là, mais c'est pour vous dire que la modélisation est extrêmement importante
Par exemple, quand on fait une mise à l'échelle due au volume de produits chimiques qu'on va mettre dans nos réacteurs, on a des réacteurs dans certaines classes de production qui vont jusqu'à 4000 litres. Ça coûte cher remplir ça. Donc, on va choisir les essais qu'on veut faire. Alors, en amont, on va travailler avec la modélisation, bien entendu, pour réduire finalement le nombre d'essais à faire et choisir ce qui est plus judicieux. Bien entendu, quand on travaille avec les universités, on reçoit des stagiaires du collégial, mais on en reçoit beaucoup des universités. Donc, on en reçoit, je vous dirais, là, entre 15 et 20 chaque année, puis on souhaite monter à 35 là, avec justement la signature du partenariat avec Concordia. Et on a eu des projets dans les derniers mois où on a travaillé à comprendre les interactions aux interfaces. Puis ça nous amène à prédire le nombre d'essais qu'on va avoir à faire quand on est à moyenne échelle. Alors, avec un étudiant universitaire, on a des enseignants-chercheurs qui sont spécialisés dans la modélisation et qui vont travailler avec l'étudiant universitaire pour aller comprendre les phénomènes qui se passent à ce moment-là. Pour ce faire, bien, il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle, bien entendu, le machine learning, puis les plateformes telles que SES, AI, puis Xanadu. Là, je vais vous dire que je lis ce qui est écrit parce que on s'entend que ce n'est pas moi la professionnelle de ce bout-là. Mais tout ça, quand on réussit à utiliser ça, bien, ça diminue le nombre d'essais à faire, ça diminue les coûts, ça nous rend plus optimum, puis ça accélère la découverte vers le marché parce que moins on passe de temps au laboratoire à tester, plus on abaisse les risques rapidement, plus on va vers le marché. Tout le monde est gagnant parce que c'est une course. Puis spécifiquement, lors de la mise à l'échelle, bien, il y a des phénomènes qui apparaissent, des défis. On parle de délamination des électrodes, craquellement des électrodes. Ça demande une modélisation des paramètres d'opération pour arriver à des cellules optimales et reproductibles. Donc, ces phénomènes-là doivent être compris pour produire à pleine échelle et de façon rentable. Donc, on voit que la modélisation intervient à plusieurs endroits. Un autre secteur où le CNET travaille, comme je vous disais tout à l'heure, sont les procédés là, au niveau de tout ce qui est matériaux critiques et stratégiques. Et là, ce sont des technologies qui sont un peu plus matures. Alors, à ce moment-là, la modélisation, elle est souvent faite par l'équipementier avec lequel on travaille. Quand on parle, par exemple, tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, les écoulements, tout ça. Donc, on va travailler avec l'équipementier au service du client pour faire une adaptation, une optimisation, faire un transfert et le démarrer en usine. Finalement, au niveau, un autre point où mon chercheur m'a dit qu'on travaillait, c'est au niveau des méthodes électrochimiques telles que, par exemple, la spectroscopie d'impédance électrochimique, la capacité différentielle, vont nous aider à prédire le vieillissement des batteries. Et puis, on s'en sert beaucoup quand on fait des diagnostics de batteries au niveau où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements actuellement là, avec des clients qui sont dans le domaine automobile. On est approché par des entreprises pour faire du benchmarking. On démonte les batteries, on regarde ce qui se passe, autant les neuves que celles qui ont été usagées. Ça nous aide là, à être meilleurs à ce niveau-là. Alors, voilà. Pierre-Luc, votre institut travaille beaucoup sur les modules, les packs. C'est très important. Utilisez-vous la modélisation et la simulation comme un outil d'innovation? Oui, absolument. Tout d'abord, on l'utilise comme solution adaptée et sur mesure avant même l'assemblage. Donc, on commence par se poser les bonnes questions, à savoir est-ce qu'on va avoir assez de batteries dans notre véhicule? Est-ce que ces batteries-là vont être capables de fournir l'énergie nécessaire aux différents types d'applications? Puis notamment dans le cas, par exemple, d'un avion où on va avoir besoin d'une grande énergie au début, il va falloir qu'on fasse beaucoup de modélisation avant. Donc, je reprends mon exemple d'avion où on va avoir un avion démonté dans nos laboratoires, des moteurs prêts à travailler en mode électrique. Bien, avant de mettre ça en route puis d'être capable de montrer toute sa capacité d'aller chercher de la donnée, il va falloir modéliser. Il va falloir faire un modèle équivalent. Donc, on va aller recréer ça, on va aller le modéliser, puis on va s'assurer justement que la distribution de chaleur dans les batteries, la décharge va être suffisante, puis que les batteries vont bien répondre justement à l'appel d'énergie qu'ils ont besoin. Et aussi au niveau du vieillissement, d'être capable de s'assurer que dans une application extrêmement ardue, comme un camion minier, par exemple, on va pas brûler nos batteries après seulement 1 an d'utilisation. Et surtout qu'elles soient aussi réutilisables à la fin, puis qu'on puisse en faire quelque chose d'autre dans un autre type d'application. Donc, c'est l'approche principale qu'on prend.
Donc, on va avoir des spécialistes aussi chez nous. Moi aussi, je ne suis pas un spécialiste, Nancy. Donc, on va avoir des spécialistes chez nous qui vont être capables d'analyser un paquet de contextes puis d'applications de nos batteries, de voir des systèmes aussi pour l'améliorer les performances, créer toutes sortes de résistances, pour ensuite être capable de faire un assemblage de prototypes et de le mettre à rude épreuve. Donc, je reviens sur mon exemple d'avion où une fois que le modèle est validé, on va pouvoir le faire en situation réelle. Donc, on va avoir 4 moteurs d'avion avec 3 batteries connectées en modèle réduit, bien sûr. Et une fois que ça s'est fait, on va utiliser tous les modèles pour déclencher toutes sortes de situations. Par exemple, on va perdre le moteur 3. Bien, quel impact ça a sur la demande énergétique? On va mettre une simulation qui va dire on est à moins 50 degrés dans une situation très venteuse, par exemple. Qu'est-ce que ça va causer? Donc, avec tous les équipements qu'on a, on est capable, après ça, d'utiliser tout ce modèle-là pour le mettre en situation réelle et finalement de créer un vrai avion qui va être utilisé dans des conditions quasiment semblables, puis d'éviter le pire, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 3 questions communes, OK? Et, la première, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les avancées technologiques dans la gestion et le stockage d'énergie selon vos domaines respectifs? Oui. J'y vais cette fois. Oui, Parfait. vas-y. Ouais, c'est... Beaucoup d'avancées au niveau de la gestion énergétique. Bien, le premier, un qui tombe sous le sens, en fait, c'est la gestion de l'énergie dans une flotte. Donc, quand on a, par exemple, 25, 30, 40, 50 autobus scolaires électriques branchés en même temps, bien, l'appel de puissance est extrêmement important. Naturellement, Hydro-Québec n'aime pas trop ça parce que là, on vient de consommer beaucoup d'énergie, puis l'entreprise non plus. N'aimera pas ça parce que les coûts vont être faramineux passant dans un autre palier de tarification. Donc, on a travaillé sur un modèle pour lisser la demande énergétique avec Lyon Électrique et Autobus Laval. Donc, pour être capable que leur flotte appelle suffisamment d'énergie, mais pas trop non plus pour être capable d'éviter la surcharge et la demande excessive. Dans d'autres types de modèles, puis là, je parle plus de projets qu'on est à l'étude en ce moment, c'est d'être capable d'avoir des batteries souterraines en dessous de certaines bornes de recharge. De un, pour que le réseau vienne remplir la batterie est utilisée pour faire la recharge du véhicule. Et dans un modèle V2X où on serait capable de retourner cette énergie-là dans la batterie et la batterie vers le réseau. Et cette batterie-là serait utile notamment pendant les périodes de pointe où on pourrait recharger 1, 2, 3, 10 véhicules à même la batterie pendant quelques heures, quelques jours pour éviter la période de pointe. Donc, soit économiser des coûts, lisser la demande énergétique, puis dans une certaine mesure même être résilient, donc réutiliser l'énergie de cette batterie-là ou du véhicule pour venir alimenter d'autres choses comme la maison, une entreprise, recharger une ambulance électrique qui serait en très grand besoin dans une situation difficile, ou même des centres d'urgence qui, en ce moment, fonctionnent pratiquement tous au diesel, où on a besoin justement d'avoir une grande énergie. Puis quand le réseau tombe, ben, on a besoin de cette résilience-là. Donc, c'est les innovations qu'on est en train de travailler. Puis moi, j'aime à dire à nos clients et partenaires, on a tous et toutes, si on a un véhicule électrique, bien sûr, 40 000 de batterie qui dort dans notre garage, dans notre entrée. Il serait quand même temps qu'on commence à l'utiliser à bon escient, autre que pour faire 20 km par jour. Donc, si on est capable de faire des échanges énergétiques, puis de venir soutenir un réseau, soutenir d'autres industries, lisser les courbes, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique. Pour ça, toutefois, il faut développer des batteries qui soient capables de durer dans le temps. Et ça, on a toute l'intelligence au Québec commune pour réaliser ça. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Nancy ou merci, c'est gentil. De notre côté, on voit émerger là, plusieurs courants. On est vraiment au niveau des procédés. Alors, je vous dirais que tout ce qui est nanoparticules, nanotechnologie, on a énormément de demandes là-dedans. Comment bien les produire, comment produire des particules de qualité, comment les insérer dans des matériaux avancés. Parce que ce n'est pas évident de savoir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Alors, on a des projets avec des universités européennes dans ce sens-là. Je dirais que l'autre couleur là, de ce qui se dégage, ce sont les procédés verts. De plus en plus, les gens sont conscientisés par ce qui vient avec l'extraction des minerais, puis la transformation. Alors, bien entendu,
on voit que les grandes compagnies de batteries, de matériaux actifs vont utiliser des procédés qui sont très traditionnels, sont un peu réticents. Mais nous, comme je vous disais, on a travaillé, par exemple, avec Nemasco Lithium à développer un procédé d'électrolyse membranaire de production de lithium qui fonctionnait bien. Et on est approché par des multinationales pour ces procédés-là. Bien entendu, on ne transfère pas à un autre partenaire ce qu'on a fait, mais on a d'autres démarches d'entreprises qui sont intéressées par ce type de procédé-là qui seront un peu plus carboneutres que ce qu'on a vu par le passé. La troisième technologie ou procédé, si je puis dire, là, qui se dégage, c'est vraiment l'intérêt vers le recyclage. Bien entendu, il y aura une réutilisation qui est fortement souhaitée, comme tu dis, Pierre-Luc, mais les procédés de recyclage de tout type de batterie, les dernières années, on travaillait avec de l'alcaline, on pourrait dire, hey, alcaline, c'est dépassé. Non, c'est une batterie qui est encore utilisée, qui est peut-être moins high-tech, mais qui est quand même très pertinente pour certains usages. Et on a développé un procédé de recyclage de piles alcalines avec l'entreprise qui récupère les piles de partout au Canada et qui devait expédier ces piles un peu partout dans le monde pour pouvoir les traiter. Mais maintenant, elle a une ligne pilote de recyclage de piles qui a été développée chez nous au CNET. Je ne peux pas nommer l'entreprise, même si elle a gagné un prix. Elle souhaite faire les choses là, tranquillement, puis peut-être plus confidentielles là, pour ne pas se faire damer le pion. Et beaucoup d'intérêt vers le recyclage au niveau lithium. On travaille avec l'entreprise Hydro-Québec à ce sujet-là. On a le centre de recherche d'Hydro-Québec, le 7C, là, qui est le centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie. En tout cas, je ne sais pas, je l'ai dit dans le bon ordre, mais bon, C'est moi qui sont qui ai acharnés. écrit le nom, donc 10 sur 10. Ah, ben merci, Karim. Alors, on travaille avec les gens d'Hydro-Québec là-dessus depuis plusieurs années pour, de façon complémentaire avec eux, au recyclage de batteries avec de beaux résultats. Et ce sont vraiment là, les grands courants qui se dégagent par rapport à notre travail au niveau batterie. Alors, avancée technologique, moi j'aime ça les statistiques parce que je suis une fille de chiffres. Dans un premier temps, je voyais une comparaison de les avancées technologiques au niveau de l'éolien. Donc, ce qu'on se dit, c'est que ce qui s'est fait en 15 ans au niveau de l'éolien, c'est en 5 ans que ça s'est fait en batterie. Fait qu'on voit là, que ça avance très, très vite. Si je vous parle de deux avancées au niveau système de stockage, donc dans un premier temps, la cellule. Evlo, quand on a commencé à commercialiser nos systèmes de stockage, c'était une cellule qu'on appelait une pochette et qui nous a permis d'augmenter notre densité. Donc, en travaillant avec le format de cellule qui était la pochette, on a pu passer là, dans un conteneur, j'appelle 20 pieds, un Evlo 1000 à un Evlo Flex. Le Evlo 1000, c'était 1 MWh dans 20 pieds. Le Evlo Flex, on a été capable de faire fois 2,5. Donc, 2,5 MWh dans le même conteneur. Et ça, dans un espace de 24 mois, on a été capable de progresser en termes de densité pour un même pied carré. Puis pourquoi c'est important? C'est quand on met un système de stockage, il y a un volet civil. Alors, plus c'est dense sur un même pied carré, plus pour notre client, qui est un développeur, une utilité, ça lui coûte moins cher, entre autres au niveau de tous ses coûts civils. Et est arrivé récemment la cellule prismatique. Donc, en l'espace de 12 mois et moins, Evlo a pu développer son Evlo Synergy, qui est maintenant dans un conteneur 20 pieds, 5 MWh. Fait que vous voyez comment ça avance vite. Mais pour être capable de faire ça, vous avez deviné, ce n'est pas juste de changer de format puis de passer de la pochette à la cellule prismatique, qui est une genre de grosse boîte métallique. Il y a eu beaucoup d'avancées, que ce soit au niveau mécanique, au niveau chimique, etc. Alors, on peut voir que ça avance rapidement, mais la densité au niveau de la batterie, c'est quelque chose là, qui est très, très important. Et il y a aussi tout le volet refroidissement, hein, parce que quand on parle de batterie, bon, il y a quelque chose à monitorer qui est les emballements thermiques. Alors, tous les systèmes de refroidissement là, sont aussi là, des innovations là, qui suivent
donc l'innovation qui est l'augmentation de densité. Une deuxième avancée technologique que je parlerai, c'est la chimie de batterie, hein. Donc, le LFP, nous, on utilise le LFP, donc je dis tout le temps la chimie de Karim, donc qui amène vraiment des belles caractéristiques en termes de sécurité, en termes de durée de vie, en termes de nombre de cycles. Cependant, donc, il faut regarder quelle va être la prochaine chimie de batterie quand on parle de coûts, quand on parle de matériel, donc de métaux. Alors, évidemment, là, on regarde beaucoup la batterie sodium. Donc, pour voir comment l'innovation va dans ce sens-là, puisqu'on parle de réduction de coûts, mais également d'un volet sécurité et d'un volet matières premières, là, donc plus disponible. Très bien, merci. Là, je passe à l'écosystème du Québec. La semaine dernière, là, on avait une grosse conférence ici. Tout le monde était jaloux de notre système du Québec, mais lorsqu'on voit dans les journaux, les critiques sont négatives. Des fois, je ne comprends pas. En tout cas, l'écosystème du Québec, du Canada et l'international est particulièrement important dans le domaine de la gestion et du stockage d'énergie. Comment vous positionnez-vous sur le marché par rapport à la concurrence, la complémentarité de l'ensemble des acteurs? Peut-être je vais commencer par Sonia parce que la concurrence, elle est rude et je vous félicite comment vous êtes toujours là et j'espère que vous allez rester au moins 100 ans, 200 ans. Okay. On se le souhaite, on se le souhaite. Donc, en termes de concurrence, puis je le répète, là, Karim, ce que tu as fait en recherche et développement, c'est pérenne, c'est porteur pour Evlo. Alors, évidemment, d'avoir une compagnie qui comprend la chimie de batterie, qui est capable de faire des tests, qui est capable de l'expliquer, qui est capable de vendre ses caractéristiques. Donc, on vient avec riche de plus de 40 ans de recherche et développement, oui, en chimie de batterie, mais également au niveau de l'IREC d'Hydro-Québec, la compréhension des réseaux électriques. Donc, c'est un élément différenciateur. Notre capacité à comprendre le besoin du client. Donc, on sait ce que le client a besoin pour intégrer son système au réseau électrique. Alors, c'est un élément également différenciateur. Notre capacité d'intégration, donc d'intégrer des modules de batterie avec un volet convertisseur et tout le volet logiciel qu'on a développé. Donc, c'est un logiciel qui a été développé au Québec, c'est un logiciel canadien. Alors, évidemment, quand on parle de cybersécurité, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nos clients qui sont des utilités et qui sont des producteurs indépendants, alors des actifs qui sont mis sur des réseaux électriques. Évidemment, le volet sécurité, c'est quelque chose dans les équipes d'Evlo qui est constamment regardé. Donc, de mettre, puis là, je vais utiliser des features pour s'assurer d'emballement thermique, qu'il ne soit pas présent, qu'il soit monitoré, qu'il soit géré. Alors, le volet sécurité a tout le temps été quelque chose là, qui est très, très important. De tester nos prototypes sur la ligne d'essai. C'est un élément tout à l'heure que je mentionnais qui était différenciateur. Alors, c'est nos éléments là, qui nous permettent de nous distinguer par rapport à la compétition. Oui, tu peux ajouter, oui, allez-y. Oui, absolument. Ben, dans l'écosystème, les CCTT ont un rôle très vertueux, c'est-à-dire qu'on n'est pas à but lucratif. Donc, on aide les entreprises justement à aller plus loin, plus vite à travers différents programmes, différents partenaires. On n'a qu'à penser à innover, le CRIAC dans certains domaines. Donc, on a effectivement un écosystème extrêmement bien construit, d'une très, très grande valeur. Je reprends un peu les termes aussi gouvernementaux, mais de la mine au recyclage où on a des joueurs dans chacun des domaines. De la deuxième vie, justement au recyclage. Puis l'Institut du véhicule innovant se positionne du module au véhicule. Donc, c'est vraiment là qu'on va déployer le plus d'énergie, sans mauvais jeu de mots. Je ne parlerai pas nécessairement de compétition, mais je parlerai plutôt de complémentarité, de mutualisation, de support, d'aide.
c'est vraiment le rôle, la mission d'un CCTT et aussi à travers le réseau des CCTT de s'entraider, d'être capable via les squads d'énergie qu'on connaît bien, Nancy et moi, mais aussi avec un réseau d'entreprises, je dirais, assez serré pour faire face à la compétition mondiale, même la compétition canadienne et américaine. Je vous ai nommé certaines entreprises tantôt, mais on en a d'autres entreprises en pleine émergence. Je pense à notre ami de Sysnergie qui est juste ici et une quantité incroyable d'autres entreprises. Donc, notre rôle, c'est vraiment de propulser l'innovation dans cet écosystème-là. Et l'écosystème est vaste. On a, oui, bien sûr, la vallée de la transition énergétique, mais on a aussi l'espace aéro qui a été récemment créé, dans lequel l'électrification, dans lequel la batterie est un sujet quasi central, là aussi. Fait qu'on, on se retrouve tous et toutes à travailler à peu près sur la même chose. Rendu à ce point-ci, pour ne pas se compétitionner entre nous, je pense qu'il faut s'asseoir sur notre créneau puis aller plus loin dans l'innovation pour ne pas se compétitionner entre régions, mais de se compétitionner avec le Danemark, avec la Suède, avec l'Allemagne, puis que le Québec se positionne vraiment comme un joueur international incontournable. Ce qu'on est déjà, je pense, mais on peut faire encore mieux. Merci beaucoup. Merci. Ben, j'appuie tout ce que tu viens de nous dire, Pierre-Luc. Je suis bien d'accord avec ça. On a un écosystème québécois vraiment hors du commun. Les gens ne s'en rendent pas compte ici. Mais quand on sort, ils n'ont pas autant d'organismes pour les soutenir comme on a avec les RSRI et le gouvernement du Québec. Pour ma part, je voulais porter à votre attention que nous, au CNET, on est soutenu que par 8 de financement de base du gouvernement. Le reste provient totalement de contrats d'entreprise. Bien entendu, les entreprises vont bénéficier de programmes d'aide si elles le veulent, les programmes innovation, les programmes Paris, peut-être par nous, ce sera les programmes RDA du CRSNG, mais c'est comme les programmes Alliance aux universités. Donc, on se doit vraiment d'être efficace. À ce moment-là, ce qui fait qu'on se positionne, c'est vraiment d'avoir toute la chaîne au service de l'entreprise. On va aller de la petite échelle à la grande et on va toucher à peu près toutes les technologies autour d'un secteur. Donc, la PME, qui est la plus grande partie de notre clientèle, en tout cas chez nous, on dessert la PME là, en nombre de clients, c'est, je vous dirais, 65-70 %. Bien, il faut vraiment qu'on l'accompagne. Donc, comment on se distingue en accompagnant les entreprises? J'ai des startups qui ont obtenu des prix nord-américains au niveau de Climate Tech. Puis, à un moment donné, ces entreprises-là, plus capables d'avoir du financement privé, du capital patient, des choses comme ça. On travaille, on va vers les fondations, on les met en lien avec les gens. Ce n'est pas dans notre job de centre de recherche, mais on le fait quand même. Donc, comment on se positionne par rapport à la compétition en accompagnant nos PME, en les aidant à cheminer vers un stade qui est viable pour elles. Et puis, bien entendu, on a de la grande entreprise qui vient bénéficier de nos services, mais un peu moins. Puis, on dessert les universités, qui est une autre partie super importante de notre clientèle. Nous, on est vraiment fiers de ça. Premièrement, on s'abreuve au savoir des chercheurs universitaires. On les sensibilise au contexte industriel parce qu'on les voit à tous les jours, les entreprises. Et puis, on les dessert pour pouvoir les aider à accélérer là, le travail de leurs étudiants. Alors, c'est comme ça qu'on se positionne. Merci beaucoup. La dernière question, c'est sur la collaboration et les brevets. Concernant vos collaborations, comment vous collaborez-vous avec les 3 paliers gouvernementaux? Local, provincial, fédéral, et quel est votre modèle de propriété intellectuelle avec les industriels et les universitaires? Donc, je sais pas, vas-y, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, bien, je rejoins mes 2 collègues. Là, la collaboration est hyper importante hein, quand on veut avancer rapidement. La collaboration, c'est un élément fort. Donc, quand on veut avancer rapidement, entre autres avec des projets, l'acceptabilité sociale, donc des projets, on arrive sur place, on met un produit qui est un produit innovant. Comment on le fait accepter avec les communautés d'accueil? Alors, évidemment, au niveau local, l'acceptabilité, c'est quelque chose que Evlo aide ses clients à aller chercher. Donc, on peut rencontrer le chef des pompiers, on peut rencontrer les communautés pour expliquer c'est quoi un système de stockage. Au niveau collaboration provinciale, donc dans un premier temps,
chacune des provinces a un plan d'action par rapport à la transition énergétique. Alors, c'est sûr qu'on y travaille. Donc, comment on peut accélérer ce plan, comment on peut y contribuer. Donc, c'est un genre de collaboration qu'on peut avoir. Évidemment, au niveau provincial et au niveau fédéral, tout ce qui est la filière batterie, puis on parlait tout à l'heure de complémentarité, donc la filière batterie qui est plus axée au niveau véhicule électrique, mais il y a des liens à faire avec les systèmes de stockage, donc tout le volet stationnaire. Certaines entreprises peuvent nous aider donc à aller plus vite, ou on peut même les retrouver comme étant des fournisseurs d'Evlo à l'intérieur de la filière batterie. Donc, la production de modules, la production de cellules peut être faite, oui, pour le véhicule électrique, mais il y a une capacité qui pourrait être allouée au niveau du stockage stationnaire. Alors, c'est des collaborations qui peuvent même amener à des partenariats pour la suite des choses. Merci beaucoup. Nancy, surtout si tu peux nous parler de propriété intellectuelle, comment ça se passe? Oui, au niveau de la propriété intellectuelle au CNET, c'est vraiment simple. Puis il y a beaucoup de CCTT qui vont travailler de cette façon-là, mais là, je n'implique pas mon collègue parce que je ne connais pas son modèle. Okay. Il va parler. Mais en fait, si on développe quelque chose à partir de zéro, puis on le rend à un niveau où c'est vendable, transférable, bien, on va avoir une entente, une convention de transfert de licence, une option de licence avec le client ou avec les parties impliquées. Mais je vous dirais que ça, c'est vraiment minime parce que la majorité de nos projets, c'est qu'on va répondre à des besoins d'une entreprise, des besoins ponctuels, c'est de l'optimisation, c'est de l'amélioration. Et à ce moment-là, la propriété intellectuelle, elle est transférée à l'entreprise tout simplement. Bien entendu, s'ils font des profits avec ce qu'on fait, on aimerait bien avoir un retour de quelques royautés sur les ventes, mais on ne vit pas avec ça. Le gouvernement nous a développé, mis sur pied les centres pour aider l'entreprise finalement là, à être prospère et retrouve un peu les retombées, pas par un portefeuille de brevets ou par des retombées comme ça, mais par l'économie qui va bien. Alors, c'est vraiment tout simple. La gestion de la propriété intellectuelle, elle est souple chez nous et la très grande majorité du temps, elle s'en va directement à l'entreprise de façon très simple. Bien entendu, on se garde toujours un droit de recherche et d'enseignement, un droit de parler de ce qu'on fait, parce qu'il faut enseigner, il faut transmettre la bonne nouvelle, il faut diffuser, il faut en faire bénéficier. Ce qu'on va se garder souvent, c'est qu'on va bien cibler le domaine, parce que ce qu'on a développé, peut-être que c'est transférable à un autre type d'industrie, dans un autre procédé ou dans des choses semblables. Alors, on ne laisse pas les droits à tout, on le laisse dans le contexte dans lequel l'entreprise a besoin. Et puis, le reste, là, on va le transférer peut-être à d'autres entreprises. Pour ce qui est de l'influence par rapport au gouvernement, c'est certain qu'on va s'impliquer au niveau des gouvernements du fédéral et du provincial quand on nous demande des mémoires, des avis d'experts, des choses comme ça. Quand il y a des programmes pour les mettre en œuvre, on va le faire de belle façon. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a répondu à l'urgence en produisant des protéines N et S pour Héma-Québec, pour des entreprises. On a produit du désinfectant. On a développé des procédés, des tests de détection rapide. On a collaboré à toutes sortes de choses. On a analysé, on a suivi la COVID-19 dans les eaux usées pour essayer de développer un modèle qui était utilisé partout dans le monde, mais bien entendu, au Québec, on est en retard sur tout le monde. Alors, on l'a fait là, pour démontrer à la santé publique que c'était fonctionnel. Mais je dirais que le plus grand impact qu'on a eu, puis duquel je suis extrêmement fière, c'est avec les villes. On a aidé la ville de Trois-Rivières à développer son expertise au niveau des bioprocédés industriels, puis de se constituer un incubateur dans ce domaine-là. Et on a aidé la ville de Shawinigan à se projeter dans le futur. La ville de Shawinigan a connu beaucoup de fermetures d'usines, est une ville dévitalisée dans laquelle il y a dû avoir une planification stratégique à laquelle on a vraiment collaboré. Et on les a aidés à se projeter au niveau des technologies vertes, mais je pense qu'encore plus, on les a aidés à se projeter au niveau de l'électrification des transports et des matériaux batteries. C'est le CNET qui a contribué à l'idée d'une zone d'innovation au niveau des batteries, des matériaux batteries. Avant que les programmes soient annoncés, on parlait que c'était important de constituer une filière là-dedans. On n'avait pas pressenti l'arrivée de grandes entreprises comme ça. On n'était pas dans ce sujet-là, mais au niveau de l'expertise, de la masse critique, d'avoir des laboratoires, de desservir la PME et de l'idée de faire prendre la pleine valeur à nos richesses naturelles.
Vous savez, au Québec, on a la chance d'avoir des richesses naturelles absolument gigantesques, majestueuses, je dirais. On a de l'eau, on a de l'énergie verte, on a des forêts, on a des matériaux critiques et stratégiques. Il faut leur faire prendre la pleine valeur ici chez nous. Et ça, on a poussé cette idée-là. Alors, c'est un peu notre fierté, ça. OK, merci beaucoup. Au niveau de la propriété intellectuelle, on a le même modèle. Donc, c'est pas mal la même chose. Puis, notre paye au final, c'est quand une des entreprises revient nous voir avec un succès, puis qu'elle veut en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Puis quand on a le même client 6, 7, 8 fois, puis qu'on la voit progresser, ben, c'est là vraiment qu'on se dit mission accomplie. Fait que, voilà pour cette portion de propriété intellectuelle. De l'autre côté, avec les différents paliers, ben, tout d'abord, avec les villes, oui, c'est des vitrines incroyables d'innovation parce qu'elles sont beaucoup plus flexibles que les gouvernements. Elles ont beaucoup plus accès au milieu directement. Donc, nous, dans le monde véhiculaire, ça nous donne beaucoup, beaucoup de disponibilité. On a les MRC aussi, bien sûr, dans un programme tout récent du gouvernement où elles étaient appelées à bâtir des projets pour promouvoir ce qui les fait éclore dans le monde québécois. La nôtre, la MRC de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme, principalement, a développé un programme véhicule innovant, bien sûr, en collaboration avec l'IVI. Et 5 projets vont sortir de ça en décembre. Donc, 5 projets qui vont avoir remporté la mise. Ils vont pouvoir être développés avec un budget d'1,2 million. Donc, on va voir des nouveaux types de véhicules dans une application municipale qui vont commencer à apparaître, dans lequel l'IVI va bâtir le projet avec une entreprise sur les 3 prochaines années. Donc, belle collaboration avec l'MRC, mais il y en a plein d'autres à travers le Québec, que ce soit dans le monde touristique, que ce soit dans le monde même acéricole, où l'application véhiculaire peut venir aider, soit en promotion, soit en efficacité, en réduction de GES, bien sûr. Au niveau provincial et fédéral, naturellement, il y a beaucoup de représentation aussi à faire. Il y a beaucoup de collaboration. À l'IVI, on travaille avec plusieurs ministères, plus qu'une main. Donc, on travaille avec eux justement pour développer des nouvelles solutions, des nouveaux procédés. On les influence aussi à continuer à innover, à ne pas arrêter, même dans un contexte budgétaire des fois plus difficile, pour continuer à innover, puis continuer à avancer, puis certainement pas reculer. Donc, ça, il y a beaucoup de travail à faire aussi encore, et même au niveau fédéral. Il y a eu une réunion récemment de Accelerate qui préparait son plan pour un prochain gouvernement. Donc, son plan de match pour si gouvernement X était élu. Voici ce qu'on doit continuer à faire pour rester pertinent au Canada dans le domaine de l'électrification des transports, principalement dans le domaine de la batterie, puis s'assurer qu'on ne recule pas, mais qu'on continue d'avancer. Et ça, dans une thématique simplement de continuer le développement économique canadien, d'avoir des véhicules, des batteries faits au Canada, made in Canada. Donc, les CCTT ont une place là-dedans très importante, justement, pour propulser ces entreprises-là, maintenir leur position. Et nous, dans notre cas, on travaille beaucoup avec des grosses aussi entreprises, des Volvo de ce monde, qui nous appellent encore, qui nous disent on a encore besoin de votre aide, on a encore besoin de votre expertise. Donc, on continue à travailler avec eux pour aller encore plus vite et plus loin. Donc, voilà. Merci beaucoup, félicitations. Je tourne au public. Donc, on a 7 minutes. On va chronométrer ça. Donc, plus que 7. OK, c'est bon. OK, c'est bon. On va vers des belles échanges. Normand. Okay. C'est bon, merci. Alors qu'on a 2 ou 3, là, c'est pas clair, gros fabricants de composantes de batterie qui arrivent, qui s'installent au Québec avec des technologies étrangères. Comment est-ce que vous pensez pouvoir tirer votre épingle du jeu? Peut-être, bon, pour Evlo, même dans un contexte, parce que vous n'avez pas vraiment répondu à la question, je trouve, de Karim. Comment vous vous placez dans l'écosystème mondial de fournisseurs de tels systèmes? Donc, un petit peu dans un contexte mondial qui bouge très vite, où beaucoup de choses viennent de l'étranger, comment vous vous positionnez puis comment vous pensez appuyer là, ce qui se fait au Québec pour passer à l'échelle? Bien, je peux complémenter ma réponse. Donc, le positionnement d'Evlo, dans un premier temps, on a besoin de faire notre marque. Alors, ce qui veut dire qu'on a besoin de mettre en service des systèmes de stockage avec les fournisseurs qui existent présentement et qui sont performants. Performants en termes de coûts, performants en termes de performance de système, donc de durée de vie, de nombre de cycles, etc. Alors, ça, c'est notre positionnement court terme.
Évidemment, dans un contexte de transition énergétique, hein, on veut tous la faire, cette transition énergétique-là, c'est requis. Donc, comment on développe l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement? Parce que tout ce volet-là de prendre des bateaux et d'emmener les modules donc de Chine en Amérique du Nord, c'est pas l'idéal dans un contexte de transition énergétique. Alors oui, on veut développer cette chaîne d'approvisionnement Nord-Amérique-là en travaillant avec des joueurs qui sont présents. Et c'est vraiment de suivre l'évolution de ces joueurs-là. Et dès qu'on peut avoir des fournisseurs, que ce soit au niveau module, que ce soit au niveau cellule, que ce soit au niveau conteneur, qu'on peut les utiliser et qu'ils sont compétitifs, assurément, ça va rentrer dans notre chaîne de production de produits. Je donne un exemple au niveau du convertisseur. Donc, le convertisseur, on a été capable d'avoir un fournisseur qui se situe aux États-Unis. Alors, et qui correspondait en termes de performance au niveau commercial, compétitivité. Alors, on a fait nos systèmes de stockage avec un fournisseur nord-américain qui est aux États-Unis. Fait que, on a comme un double défi. Donc, faire la transition énergétique et faire notre place, ça veut dire travailler avec des fournisseurs actuels, mais on a aussi un souci de développement d'autonomie de chaîne d'approvisionnement. Je ne sais pas si je suis un peu plus claire. Peut-être que je vais juste ajouter, la question, elle est vraiment intéressante. Le Québec, si on veut vraiment être numéro 1 mondial, il faut penser à deux choses. Le système, fabriqué par une utilité pour les utilités. Ça, c'est quelque chose, je reviendrai tout à l'heure. Le système, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, il y a la cellule. Après, il y a tout le management, qu'on appelle ça le BMS. Ça, il y a une force au Canada, au Québec. Après, qu'est-ce qu'on a développé à l'époque qui était unique avec Sony? C'est le BME, Battery Management Unit, qui est quand même exceptionnel. Et la force d'aujourd'hui d'Hydro-Québec, c'est l'IMS. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Il ne faut pas juste jouer avec la cellule, un ensemble d'éléments pour avoir un système. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui font des systèmes, mais ils ne savent pas connecter le système, etc. Donc, c'est ça que la modélisation, les collaborations avec les universités de faire et le fait qu'Hydro-Québec a son réseau, c'est une compagnie quand même complète, elle ne distribue pas, elle transporte, distribue, elle produit. Donc, toute cette expertise qu'on peut le vendre, c'est fabriqué par une utilité et elle peut le transférer en une utilité. Donc, c'est deux pattes qui vont nous différencier, nous mettre vraiment sur la carte. Il faut jouer. Et ça, à mon avis, c'est entouré Ivlo, etc., avec les universitaires, les gens qui font la modélisation, l'électronique, et aussi, on parle ou on ne parle pas, là, il y a le problème d'industrialisation. Il faut ramener l'industrialisation ici. Merci, Karim. Oui, d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, moi c'est Louis-Philippe. J'avais exactement la même question, mais je vais en poser une autre, sachant que j'ai le micro. On parle beaucoup de V2G, le Vehicle to Grid, puis j'ai l'impression que ça fait 5 ans que j'entends parler, mais que c'est tout le temps la même chose. D'après vous, ma question, c'est à combien d'années est-ce qu'on est à ce que ça devienne accessible pour monsieur, madame, tout le monde? Je pense que je vais y aller là-dessus. Je pense qu'on est entre 10 et 15 ans. Ça va dépendre de la réglementation qui va se faire principalement aux États-Unis. Pourquoi je parle de réglementation? Parce que aujourd'hui, la plupart des véhicules vendus ne sont pas capables de faire ça. On voit plein de projets apparaître avec plein de types de véhicules, dont les plus récents qui viennent de sortir, comme le Ford F-150 Lightning, qui n'est pas capable non plus de faire son V2G, mais qui le fait en petite application, donc pas très utile. Ça va prendre un changement de réglementation. J'en parlais pas plus tard que la semaine passée au ministre de l'Environnement qui me disait je pourrais en 2035 mettre une obligation que tous les véhicules sont V2G, mais la goutte d'eau que nous sommes dans l'espace américain, nord-américain, fait qu'on n'a pas cette portée-là. Il va falloir que la Californie, il va falloir que l'État de New York, il va falloir que le Michigan, il va falloir que tous les autres États américains, un peu comme la bourse du carbone, se mettent à ça, puis l'imposent. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la Californie, de la Floride, par exemple, des États qui ont besoin de beaucoup de résilience, d'un pour leur réseau, mais aussi pour leur situation météorologique complexe parfois. Lyon Électrique, pour pas les renommer encore, avait un projet justement de plusieurs autobus scolaires qui venaient en support aux hôpitaux lors de pannes de courant suite à des ouragans. Donc, il y a tout ce concept-là. Il va falloir toutefois attendre que la grande mer là, au sud fasse cette transition-là. Cela étant dit, c'est impératif qu'on le fasse. Moi, je pense que c'est l'angle du futur véhicule innovant est là.
C'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, il faut que la batterie qui est à l'intérieur de ça serve à autre chose que de déplacer 1, 2 ou 3 humains ou une coupe, ou une coupe de marchandises. Il faut que ça serve à plus que ça encore, parce qu'à la valeur que ça a, une batterie, à l'énergie que ça prend, aux matériaux qu'on va chercher, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Mais le V2G, le V2X principalement, a plein de potentiel. Encore une fois, lisser la courbe, aider justement aux grandes demandes énergétiques. En situation de presque pénurie énergétique aussi également, on va avoir besoin de tout ça. Si c'était juste de moi, 2030, c'est fini, là. Tous les véhicules doivent être V2G, qu'ils soient du plus petit modèle jusqu'à un camion minier d'1 MWh. Puis je termine là-dessus, mais on a fabriqué un camion minier avec 1 MWh de batterie pour Nouveau Monde Graphite en situation réelle et tout ça. Mais imaginez si Nouveau Monde pouvait utiliser ce mégawatt-là lorsqu'ils n'en ont pas besoin ou en situation particulière. Ça serait formidable. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas assez avancé au niveau de la technologie. Par contre, soyez rassurés, l'Institut du véhicule innovant, il travaille. Puis si vous avez des bonnes idées ou des partenaires qui veulent développer des choses, nous, on met à fond de train l'énergie là-dessus. Peut-être j'aime bien ajouter au niveau historique, là, surtout pour les jeunes. Des fois, peu de gens ils savent, là, le V2X là, a été inventé dans les laboratoires de Varennes et à Shawinigan. Dans les débuts 90, c'est grâce à M. Couture, Pierre Couture, le moteur roux. Et à un moment, il cherchait des batteries. On a développé les fer phosphate lithium-ion. Moi, j'arrivais du Japon. Et par hasard, ces batteries lithium-ion, ils ont une cyclabilité de 10 000, 20 000, 30 000 cycles. On a dit, on a besoin juste de 1000 cycles. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Et c'est là qu'on a déposé le premier brevet V2J, V2Home. Et si vous allez voir YouTube, là, cherchez V2X, il y a un très bon YouTube vidéo en français et en anglais. On a même fabriqué la voiture à Varennes et à Shawinigan. Et on a prêté cette voiture à une dame qui habitait à Boucherville. Et elle a vraiment testé chez elle à la maison, etc. Et vous pouvez voir nos publications. On est cité que le V2X, là, ça a été né ici au Québec. Donc, à mon avis, pour l'accélération, c'est un autre problème aussi. Là, j'ai parlé tout à l'heure que le client soit participatif. Il faudrait aussi que les compagnies aussi, là, parce qu'à un moment, les prix, les coûts, je pense qu'on va de plus en plus avec aujourd'hui les batteries qui sont soit les batteries NMC avec 10 000 cycles. Tesla utilise les fer phosphate aujourd'hui avec 20 000, 30 000 cycles. On va voir de plus en plus l'accélération des V2X. Et c'est inévitable. On va le voir. Là. Moi, dans les prochaines 5 années, je pense qu'on va voir les bornes réversibles des deux côtés. Bon, c'est pas mal. Ben, merci pour cette précision. Là. Ça tue un peu ma question. Là. Pardonnez-moi. Là. C'est juste pour les jeunes, c'est publié, là, mais je vous ai donné l'histoire là, du Québec. Exactement. Moi, je suis un novice dans le V2G. Et peut-être plus d'un niveau de système d'énergétique. J'avais de la misère à comprendre un peu le rôle du V2G quand on a du grid scale ou du utility scale stockage stationnaire. Peut-être, j'aimerais entendre le panel. C'est une belle composition peut-être pour répondre à cette question-là, considérant les deux qui sont là. C'est quoi la complémentarité et ce serait quoi l'avantage d'avoir du V2G? Là? Je comprends que le nombre de cycles utilisés par rapport au nombre de cycles réels que les batteries peuvent faire font en sorte qu'il y a une capacité non utilisée, là, mais si on pouvait compléter sur la complémentarité. Moi, je laisserai parler. Après, moi, je vous donnerai des vrais chiffres. Là. Donc, je laisserai nos invités, mais OK, allez-y. Oui, je peux commencer. Ben, la première des choses, reculons 60-70 ans en arrière. Donc, la révolution énergétique au Québec, Hydro-Québec arrive avec un réseau hyper performant. Pendant plusieurs dizaines d'années, on a beaucoup d'énergie en revente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est quoi la prochaine transition, selon moi, personnellement? C'est d'être capable de continuer à être ces grands leaders de production-là sans nécessairement être obligé d'ajouter une production double, triple, quadruplée. Pour ça, il faut être efficace dans la gestion de notre énergie. Donc, là, tout récemment, on essayait de fermer les lumières, puis on mettait des réducteurs d'eau chaude. Là, on est rendu ailleurs avec les véhicules électriques qui arrivent de plus en plus, puis la capacité d'avoir du stockage de batteries en masse. Et surtout le thème résilience. Donc, il y a un paquet d'affaires là-dedans extrêmement intéressant. Fait que si on veut continuer d'être capable d'aller chercher des sous de l'extérieur, c'est-à-dire d'exporter notre énergie, puis de ne pas en manquer chez nous, il faut être capable de faire des échanges énergétiques qui soient efficaces
Et ça prend de la batterie, ça prend du stockage, donc ça prend des véhicules, ça prend des batteries souterraines, ça prend des installations comme celle d'Evlo. Puis je reviens encore avec mon idée de résilience. Dans un monde en pleine transition où les changements climatiques, on voit des phénomènes à tous les jours. On a parlé de villes tantôt. Dans les villes, on voyait 1 à 2 phénomènes de changement climatique terribles à chaque 2-3 ans. Là, c'est 10 à 12 par année. T'sais. Fait que là, il faut qu'on soit capable de devenir aussi plus autonome, plus indépendant avec l'énergie qu'on possède en ce moment. C'est extrêmement important d'aller rapidement là-dessus pour continuer à initier cette transition-là énergétique. Puis quoi de mieux pour au Québec pour le faire? On a toute l'intelligence des 60-70 dernières années. Tu n'es pas si vieux que ça, Karim, mais quand même. Là, Ben, écoutez, allez-y, je sais pas, je vous laisserai parler, moi je parlerai en dernier. Exact. Donc, moi, je dirais, dans un premier temps, l'offre est inférieure à la demande. Donc, chaque geste compte. Donc, l'efficacité énergétique, on en a besoin. Le V2G, on en a besoin. Des systèmes de stockage, des réseaux électriques, on en a besoin. C'est vraiment, on est vraiment en mode chaque élément compte et on doit optimiser le tout. Donc, évidemment, des systèmes de stockage comme les systèmes de stockage d'Evlo, on ne peut pas les mettre partout, on ne peut pas les mettre à côté des maisons. Et les événements climatiques qui arrivent, des fois, c'est plus pointu. Donc, fait qu'il y a vraiment une belle optimalité et complémentarité là, de chacune des options. Puis, on en a besoin. Vraiment, l'offre est insuffisante. Et puis, quand je dis l'offre est insuffisante, là, quand on parle des matières premières, c'est insuffisant par rapport à notre demande. Là. Donc, il va falloir apprendre à moins consommer. Donc, d'où l'importance de chacune des options. Peut-être moi, chérie, de vous parler, on parle du réchauffement climatique, donc on a besoin de toutes les solutions, les pannes. La batterie, elle devient génératrice. Et j'aimerais bien me donner des chiffres, on parle de la balance économique. Normalement, tu me corriges par rapport à mes chiffres si je me trompe. Au minimum, 1 milliard de dollars de pétrole qu'on achète ici au Québec, à peu près 10 milliards. OK? Supposons, on parle à peu près de 5 millions de voitures au Québec, juste 20% de voitures avec 100 kWh chaque voiture, 1 million. On parle de 0,1 TWh. Donc, ce parc-là, il devient une centrale. Si on a vraiment de l'intelligence sur le réseau, par exemple, moi, je pars en voyage de semaine, donc mon téléphone, je dis à Hydro-Québec, prenez mes 100 kWh, imagine tout ça. Et là, on va avoir une indépendance vers les énergies fossiles. Et ça va venir de plus en plus, là, c'est important. Et comme je vous dis, il y a des gens qui ont un chalet, des gens, des coupures du courant, donc le Vidéo, il va gagner. On voit les bus électriques de Lyon. C'est 400 kWh. Imagine un autobus, il fait le matin un trajet, le soir. Pourquoi? Donc, on peut alimenter les écoles, on peut atténuer la pointe. On a des hivers rudes, c'est important. Donc, avec tous les réchauffements planétaires, donc au niveau climatique, on a besoin de plusieurs solutions. Qu'est-ce qu'elle disait? Tout ça. Donc, on a publié, j'ai beaucoup publié dans les années 90 sur le V2G, VH. Avant, ce n'était pas la mode, mais tout le monde aujourd'hui qui parle de ça. Okay. Merci. Étienne Saint-Cyr, Hydro-Québec. Moi aussi, j'y crois au V2G. D'ailleurs, j'y crois tellement que je comprends pas pourquoi les autres utilités parce que je reviens à ce que vous dites, M. Lorrain, 10-15 ans. Je ne sais pas si vous êtes comme moi dans la salle, là, mais je trouve ça très, très long pour du V2G qui existe déjà là, sur certains modèles. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire ce 10 à 15 ans-là à 4 à 8 ans? Puis j'aimerais aussi vous entendre sur est-ce que des compagnies comme Lyon ou d'autres ont le V2G aussi dans les véhicules les plus lourds qui, comme M. Karim disait, semblent aussi des 400 kWh qui me sont salivés comme gestionnaire potentiel de centrale virtuelle. Bref, comment on fait pour réduire finalement le 10 à 15 ans à quelque chose de plus raisonnable? La réglementation. Et attends, j'ajoute la réglementation, mais là, les GM et Ford, c'est qui va les faire bouger? Là? Non, mais c'est plus loin que ça, la réglementation, vous allez voir. Première des choses, Hydro-Québec.
Vous pouvez parler à Maxime derrière moi ici. Là, il travaille je vais parler à Maxime. Chez nous, on a un dynamomètre lourd qu'on est capable de faire tourner un camion électrique, puis bon, faire des tests avec. On a emmagasiné plein d'énergie. On est capable de renvoyer l'énergie dans notre dynamomètre qui, lui, peut venir alimenter le réseau. Or, on a un maximum dans lequel on peut aller repousser, puis le maximum, c'est tout à fait petit, donc on peut à peine en retourner dans le réseau. Principalement parce que Hydro n'a pas nécessairement toute la capacité d'absorber cette énergie-là, parce que c'est très régionalisé, parce que certains endroits au Québec, on pourrait prendre plus, d'autres moins, puis c'est dur à contrôler tout ça. Fait que ça va commencer par un travail, je vais dire réglementaire, mais ça va commencer par un état de situation, un état de conscience aussi de notre société d'État, d'être capable d'accepter ça. Parce que même nous, on est capable de le faire, mais on se fait limiter dans notre action. Première chose. La deuxième des choses, c'est... J'aimerais ajouter en passant que notre demande auprès de nos réglementaires, guillemets, nous, on a fait la demande d'ouvrir l'appel en aval, donc jusqu'à 1 mégawatt. Okay? Donc, on attend juste d'avoir l'autorisation de le faire, mais je crois que nos systèmes sont en mesure de le prendre. Parfait. C'est justement réglementaire. Donc, on passe de 50 kilowatts, effectivement, on l'a mentionné ce matin, à 1 mégawatt. Si on va dans l'autre tranche, qui est la tranche domestique, ça devient extrêmement complexe d'avoir des batteries puis des systèmes à la maison qui sont compris et sont aussi acceptables via le code du bâtiment. Donc, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire dans une maison. D'avoir une batterie stationnaire dans une maison aussi, c'est encore très mal compris. Il peut y avoir des bris. Il y a une dangerosité d'avoir ça aussi. Puis là, je ne suis pas en train d'alarmer personne, mais même chez nous, à l'IVI, on entrepose beaucoup de batteries, puis on a beaucoup de questions au niveau de la sécurité dans l'entreposage de batteries. Fait que si monsieur, madame, tout le monde a une batterie demain matin pour alimenter en cas de situation X, il y a quand même un enjeu. Puis le code du bâtiment ne permet pas ça en ce moment. Donc, encore une fois, réglementation. Au niveau des grands constructeurs, c'est clair qu'ils vont tout venir avec le V2G, mais à quelle vitesse? Parce que la demande n'est pas nécessairement là en ce moment. Donc, c'est soit qu'on attend que le marché se prononce ou autre volet, réglementation. Donc, il y a beaucoup le volet réglementation, puis là, ça a l'air très interventionniste comme façon de parler, mais si on veut aller vite, si on veut l'avoir dans 5 ans, bien, il va falloir que toutes ces actions-là se mettent en place. Parce qu'en ce moment, nous, on a un bâtiment, on a une centaine de panneaux solaires, on travaille avec la géothermie. On pourrait produire dans certaines journées plus d'énergie qu'on en a. On a des batteries qu'on peut entreposer, mais il y a plein de choses qui nous bloquent au fait qu'on n'est pas capable de redonner au réseau ou on n'est pas capable d'utiliser de manière optimale notre énergie. Puis c'est pas de la mauvaise volonté de personne. Je pense que c'est juste un timing qui n'est pas encore là. Je pense que l'objectif gouvernemental aussi est d'aller électrifier les véhicules d'abord, électrifier les flottes ensuite, puis après, on passerait au V2G. Si c'était juste de nous, je pense qu'on ferait tout en même temps. Mais bon, il y a des contextes, des fois, qui ne nous le permettent pas, puis ça aussi, il faut le comprendre. Oui, bonjour. Je voudrais parler de l'hydrogène, qui est l'élément chimique qui a la plus grande densité d'énergie. Est-ce qu'il y a des stratégies ou du moins il y a dans vos différents comment dirais-je, dans vos différentes institutions, est-ce qu'il y a une place qui est accordée à l'hydrogène par rapport à ces thématiques? Moi, je peux parler. Juste le V2G, là, il y a une start-up qui s'appelle Decibel, qui ont un grand marché en Californie actuellement. Donc, je les suis, là, donc c'est sûr, ils accélèrent. Regardez la Californie, là, je pense que, en tout cas, on aimerait bien un jour qu'on accélère cette technologie. Oui, écoutez, moi je suis électrochimiste. Là. Lorsqu'on parle de la batterie d'hydrogène, les deux sont complémentaires. Okay? Si on parle des voitures, c'est pratiquement impossible l'hydrogène parce qu'aujourd'hui, les batteries, on a 250 jusqu'à 300 Wh par kilogramme, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il soit, dans les prochaines 10 ans, 20 ans, on ne va jamais dépasser 500 Wh par kilogramme. Impossible. Donc, l'hydrogène, il va jouer un rôle important pour le stockage d'énergie et aussi. Mais l'hydrogène, c'est une batterie d'énergie, ce n'est pas une batterie de puissance. En revanche, dans les camions,
ou dans les trains ou d'autres applications, peut-être l'avionique, on a besoin d'hydrogène, mais la batterie, elle est complémentaire. On a besoin de la batterie pour la puissance et les accélérations. Écoutez, les piles à combustible, hein, vous pouvez voir, le Canada a mis beaucoup d'argent, plusieurs milliards avec Ballard, etc. Un des gros problèmes, là, surtout les piles à combustible, on utilise du platine, des matériaux nobles, etc. Donc ça, c'est un problème. Et autre chose aussi, la production, comment on produit l'hydrogène? On parle de toutes les couleurs aujourd'hui, la mode vert, gris, n'importe quoi, là, donc ça devient plus que les couleurs de costume, là, mais c'est... Donc l'hydrogène, je pense, il faudrait qu'on soit intelligent de voir où on va le placer. Comment on le place par rapport aux batteries, etc. C'est sûr, pour Ivlo, là, ils n'ont pas besoin de l'hydrogène pour aujourd'hui, la batterie lithium-ion, et les coûts. En dernières 5 années, le coût du solaire, il a diminué de 5 fois. Tout à l'heure, on a nos amis, c'est impressionnant les prix. Les prix des batteries aujourd'hui, on est en bas de $60 le kilowattheure. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, même à 100 kWh, une voiture électrique, elle est proche d'une voiture à essence. Donc, il faut vraiment réfléchir pour le stockage à long terme que l'hydrogène il va jouer un facteur important. Moi, j'ai dit, il ne faut pas négliger l'hydrogène, mais on a beaucoup de choses au niveau de l'innovation, de la recherche, à accélérer, augmenter l'efficacité, aller chercher des métaux non nobles pour que l'hydrogène il soit bien placé comme les batteries aujourd'hui. Donc, on ne ferme pas l'œil sur l'hydrogène, mais travaillons sur les deux en parallèle. Donc, moi, j'arrête juste pour te dire, il y a une complémentarité entre les deux. Si je peux ajouter, au niveau de l'Escouade Énergie, c'est un regroupement de 21 CCTT qui travaillent à la transition énergétique. On a obtenu un portefeuille avec le RQEI de 13 millions de dollars pour faire des projets sur l'hydrogène. Donc, il y a vraiment un intérêt. Beaucoup d'industriels qui sont venus nous rencontrer pour faire des projets. Donc, autant au point de vue de la production par électrochimie ou par le biohydrogène, par exemple. Donc, il y a un foisonnement de PME dans ce secteur-là, mais je ne sais pas à quel point on va passer la barre. On a eu une mode, à un moment donné, éthanol, vous vous souvenez, là? Ceux qui sont dans la recherche depuis 30 ans, comme moi, là, il y a eu une mode éthanol, puis pouf, ça comme, je ne sais pas, l'hydrogène, ça va passer ce stade-là, personnellement. Mais oui, il y a une complémentarité, puis c'est une des composantes, une des composantes d'un portefeuille énergétique qu'on aura besoin. Tout petite information. Un paquebot qui transporte des milliers de conteneurs qui part de Shanghai jusqu'à Los Angeles représente l'équivalent de 100 000 véhicules en un an qui produisent des GES. Voici une belle application pour l'hydrogène. Résoudre ça, un des gros problèmes, c'est sa densité d'énergie, pas massique, là, 30 000 Wh par kilogramme, mais lorsqu'on va aller dans le volume, là, donc, il faut vraiment, l'hydrogène dans l'eau, il n'est pas dangereux. L'hydrogène, si je prends mon barbecue avec l'hydrogène, il n'est pas dangereux, mais lorsque je commence à faire la pression ou le liquide, ça devient dangereux. Donc, il faut juste enseigner lorsqu'on enseigne. Donc, c'est un autre problème aussi là, de résoudre, mais c'est des bons sujets, moi, je pense, aujourd'hui. C'est des très bons sujets d'innovation. Il ne faut pas arrêter la recherche. Mais on est en train avec mon équipe aujourd'hui, avec Michel Trudeau, là, qui est spécialiste, qui était chez Hydro-Québec pendant 36 ans, on est en train d'écrire une publication sur les coûts, les challenges, et ce n'est pas facile, l'hydrogène. C'est sûr, c'est un élément intéressant, là, mais pas facile. Oui, merci. On va prendre peut-être une photo avec les panélistes et on va mettre la vidéo. Merci. Depuis le début, en fait, Hydro-Québec s'est impliqué avec Evlo pour un projet dans la municipalité de Parent, qui est une municipalité qui est dans les Hautes-Laurentides, dans le secteur de la Tuque. Donc, on a installé 20 unités Evlo 1000, donc pour une énergie installée de 20 MWh pour une puissance maximale de 4 MW. Un des gros avantages du projet Parent, c'est d'être capable d'alimenter le village en cas de panne. Donc, ça va, pour les habitants du village, ça leur donne une sécurité, une fiabilité. Les clients sont de plus en plus dépendants de l'électricité, donc le système de stockage va réellement nous permettre d'avoir une solution aussi pour améliorer la sécurité du public dans ce secteur-là.
Pourquoi on a choisi cette solution-là? C'est parce que c'est une solution qui était vraiment une solution de résilience complète. Ça nous permettait d'améliorer la fiabilité, mais aussi de permettre de faire des activités de maintenance et aussi de reporter certains investissements importants qu'on avait sur le réseau. On arrive avec une technologie nouvelle qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut former, il faut informer. Puis, il y a tout le temps une mot d'ordre sur le site de si vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a eu en fait des enjeux avec Dame Nature, ça a commencé comme ça. Les premiers cubes qu'on a essayé d'envoyer sur site, on a eu des inondations au niveau des chemins d'accès. Il y a eu des feux, on a perdu des chambres, il a fallu reloger des travailleurs ailleurs. On a réussi à développer des nouvelles fonctionnalités sur les systèmes de contrôle qui nous ont permis finalement de faire la permutation automatique des charges. Et ça, c'est une fonctionnalité qui était très recherchée, mais qui, en fait, représente une première presque mondiale dans le domaine du stockage de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement fier. Puis on a pu développer cette fonctionnalité-là tout au long du processus. La modélisation nous a permis vraiment de bien comprendre comment que le système allait réagir, s'assurer que tous nos équipements, que ce soit nos convertisseurs, soient capables de répondre aux besoins techniques qui étaient très élevés dans ce projet-là. Quand on me parle de l'expertise et du savoir-faire des équipes d'Evlo, je pense immédiatement à la créativité et à la façon que les équipes ont réussi à s'adapter aux défis d'intégrer un système de stockage comme celui-là sur le réseau d'Hydro-Québec. Ça peut paraître bien simple, mais ça revêt un certain lot de défis qu'on a dû faire face tout au long du projet. Je pense que c'était le 20 décembre. On a réussi pendant pratiquement 6 heures de temps à alimenter le village de 9 h à 3 h. Donc, c'est vraiment notre système de batterie qui a pris la charge du village. Maintenant, on est capable de déployer ces solutions-là de façon beaucoup plus agile et c'est quelque chose qui va nous servir pour le futur.